J'ai détourné environ 51 000 € sur une durée de 18 mois à peu près. Cette femme qui fait son mea culpa s'appelle Nathalie. Elle souffre d'une maladie, elle est une dépensière compulsive. Et quand Nathalie rentre dans ses crises, elle ne peut plus contrôler ses pulsions. La dernière fois, elle a frôlé la catastrophe. Je dépensais à tort et à travers, à la limite en achetant des choses qui ne me plaisaient pas forcément, mais j'avais besoin de dépenser. Donc c'est comme ça que ça se passait. Nathalie est mariée à Laurent. Ensemble, ils ont 2 enfants. Actuellement, leur vie n'est pas facile car toutes les dépenses effectuées par Nathalie ont amené cette famille à la ruine. Mais pour Laurent, sa femme ne serait pas l'unique responsable de la situation. La banque aurait gravement fauté. J'estime qu'ils m'ont causé un préjudice énorme. Ils m'ont volé une partie de ma vie parce qu'ils l'ont laissé faire toutes ces erreurs. C'est tout. Pour mieux comprendre la situation, il faut revenir à l'année 2002. Cette année-là, Nathalie est employée dans une agence immobilière. Elle s'occupe de la gestion des loyers. Quand les loyers rentraient à l'agence par chèque, qu'il n'y avait pas d'ordre, j'encaissais les chèques à mon ordre. Et petit à petit, les sommes sont montées extrêmement vite apparemment. À cette époque, Nathalie est fichée à la Banque de France et elle est aussi placée sous curatelle, comme l'atteste ce document. Elle n'a donc aucune possibilité pour ouvrir un compte. Du coup, elle se sert de celui de son mari sur lequel elle n'a aucune procuration. Au début, elle aurait libellé les chèques volés à son nom à lui, mais ensuite, selon Nathalie, ce serait sur les conseils du banquier qu'elle les aurait libellés à son propre nom. J'y allais régulièrement. Et un jour, il m'a dit, je vois des chèques passer, des chèques de l'agence passer sur le compte de votre mari, à l'ordre de votre mari. Qu'est-ce que c'est que ces chèques? Donc je lui ai dit la même chose que ce que je disais à mon mari. Je lui ai dit, c'est des primes que je touche au sein de l'agence. Et il m'a dit, oui, mais pour éviter des histoires éventuellement ultérieures, si un jour vous vous séparez de votre mari ou quelque chose, il dit, vous pouvez continuer à mettre les chèques, mais il faut les ordrer à votre nom. Donc c'est pour ça que je les ai ordrés ensuite à mon nom. Pour Laurent, c'est incontestable. La banque aurait commis là une première erreur. Comment des chèques libellés au nom de Nathalie ont pu être crédités sur son compte à lui? Elle a pu très bien déposer sur mon compte, sur lequel elle n'avait aucune procuration. Elle a pu déposer des chèques pris à son employeur, parce qu'apparemment elle se servait dans le carnet comme si ça avait été des images. Et donc elle les a déposés sur mon compte. Le banquier a crédité mon compte, dans le meilleur du monde. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, on est dans la panade, parce que justement, le banquier lui a permis d'encaisser des chèques qui ne m'étaient pas destinés. Nathalie commande ensuite et en toute quiétude des chéquiers au nom de son mari. En l'espace d'1 an, elle en reçoit 33. Laurent n'aurait pas été alerté du nombre impressionnant de chéquiers imprimés à son nom. Quand Nathalie les reçoit, elle les utilise sans problème. Elle n'aurait même pas pris la peine d'imiter la signature de Laurent. J'imitais même pas la signature de mon mari, je mettais la mienne. Et qui n'a absolument rien à voir. Je signais avec ma signature. Et ça n'a jamais posé de problème. Quel que soit le montant du chèque. Les chèques sont acceptés sans problème, pourtant la signature de Nathalie ne ressemble en rien à celle de Laurent. Alors pour Laurent, la deuxième erreur de la banque serait flagrante. Pourquoi n'a-t-elle pas vérifié la signature de ses chèques ? Ça, c'est tous les chèques, c'est clair. Ça, c'est le total de tous les chèques qui sont passés sur mon compte, avec des fausses signatures, avec des ordres qui ne correspondaient pas aux miens. Au total, 60 chèques frauduleux auraient été acceptés par la banque sur une période de 18 mois. Et pendant 1 an et demi, personne ne s'est rendu compte des agissements de Nathalie. Mais un jour, son employeur s'en aperçoit et prévient Laurent. Paniqué et pensant avant tout à ses enfants, Laurent s'engage à rembourser les 51 000 € que Nathalie a pris à l'agence immobilière. Il évite ainsi à sa femme les poursuites judiciaires. Moi j'ai une famille, c'est ma seule richesse, j'essaye de la préserver. Si Laurent est dans un tel état psychologique, c'est parce qu'il se dit que sa femme malade et suivie médicalement n'aurait pas pu, sans la négligence de la banque, encaisser des chèques volés et dépenser de l'argent provenant d'un compte qui ne lui appartient pas. Il est hors de question que je lâche. Parce qu'autant j'ai un gros cœur, comme je dis, il faut pardonner pour pouvoir avancer, mais il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Et ça c'est clair, il faut que ça soit réglé. Moi je paye ma note, lui devra payer la sienne. Il est hors de question que je laisse tomber.
Tous les mois, Laurent rembourse à l'agence immobilière la somme de 1 524,50 €, ce qui représente la moitié des revenus du couple. Les finances ne sont donc pas au beau fixe, mais qu'importe, Laurent veut assumer les erreurs de sa femme. De son côté, Nathalie travaille sans relâche et a entamé une thérapie pour se sortir de sa maladie. Quand tout a été découvert, je crois que ça a été un coup de pied au fond pour remonter vers la surface et faire ce qu'il fallait pour m'en sortir. J'ai retrouvé un boulot tout de suite, un boulot qui n'est pas facile du tout. Mais bon, je me défonce, je fais des heures, je travaille beaucoup d'heures, beaucoup de week-ends et pour réussir à rembourser, enfin à tenir l'engagement qu'on a pris pour rembourser l'employeur et puis m'en sortir. Mais Laurent pense que la banque devrait payer aussi ses fautes. Pour lui, elle ne serait pas sérieuse. Muni d'une caméra cachée, il se rend dans son agence. Le banquier semble bien embarrassé par cette affaire. Mais moi... Non mais, soyez honnête, elle n'avait pas de compte. Pourquoi est-ce qu'elle aurait... Est-ce que vous ne trouviez pas bizarre qu'elle dépose ses chèques à elle sur mon compte, alors qu'elle n'a aucune procuration? Ça vous a pas surpris, ça? Pas surpris, mais ça a été un laps de temps pas court, si vous voulez. Et bon, dans la mesure où, voyant ça de façon un peu exceptionnelle... exceptionnel, oui. Heureusement que c'est pas tous les clients qui se prennent autant de pognon dans la tête. Hein. non, mais c'est comme ça. Mais vous êtes censé faire confiance à votre femme. On a tous fait confiance. Tout le monde faisait confiance. Tout le monde s'est fait confiance, sauf qu'il n'y a que moi qui paye les pots cassés, quoi. On est bien d'accord. Le banquier n'en dira pas plus. Laurent voulait porter plainte contre son établissement bancaire, mais il n'en a pas les moyens financiers alors une médiation est en cours. Et là, Laurent veut une réponse précise. Comment une banque peut être aussi peu vigilante avec l'argent qui circule sur les comptes qui lui sont confiés ? L'enquête est signée Anouk Julien pour Sans aucun doute. Alors nous allons essayer de reprendre point par point ce reportage pour mieux comprendre. Déjà monsieur, on l'a vu, hein, vous étiez abattu lorsque notre journaliste est venu. Vous dites on m'a volé une partie de ma vie. Pourquoi ? Tout à fait, parce que moi je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours travaillé hein, et quand je vois ce qui me reste, rien du tout. Bien sûr ma femme a des soucis. Ça c'est clair, bon j'assume, j'ai 2 enfants donc je préfère à la limite éviter le divorce et puis à partir du moment où elle s'engage à se soigner, on peut peut-être sortir quelque chose de tout ça. Mais moi je dis quand même qu'on m'a volé une partie de ma vie parce qu'à l'heure actuelle je pourrais très bien avoir financé une maison, je pourrais avoir fait plein de projets. À l'heure actuelle j'ai 10 000 francs sur mon compte. Madame, vous avez conscience de ce qui s'est passé dans la famille et maintenant des efforts que fait votre époux, oui. Oui, tout à fait. Parce que vous avez vraiment basculé maintenant de l'autre côté. Vous vous rendez compte maintenant de tout ça. À l'époque, c'était comme un jeu. C'est le principe de la maladie, d'ailleurs. Je ne me rendais pas compte. Maintenant, je me rends compte. Et alors, ça fait mal. Oui, bien sûr, je me doute. À aucun moment, madame, on a un moment de lucidité. Il y a bien un moment où on se dit, j'ai détourné de l'argent d'une société, mais... je le mets sur l'argent de mon mari, je commande des chéquiers au nom de mon mari. Oui, mais la maladie est plus forte. Tout de suite, ça reprend. Oui. Donc on ne s'imagine pas qu'on peut aller à la catastrophe. Non. Maître Malaisé, vous êtes notre spécialiste des banques, avec nous également chaque matin à la radio. Où, d'après vous, peut-il y avoir faute de la banque ? Moi, je ne sais pas, Julien, si Madame Godel endort son mari, mais en tout cas, la banque, elle n'est pas de nature à rester endormie, elle doit être éveillée. Alors, il y a plusieurs obligations. Quand une banque ouvre un compte bancaire, on en a tous fait l'expérience, la banque vous demande un certain nombre d'éléments et c'est généralement à l'occasion d'une rencontre que vous avez avec votre banquier. Ensuite de quoi, le banquier doit vérifier même l'origine des fonds, Julien, puisque nous sommes dans une société où les banques ont été souscripteurs d'engagements, qui sont d'ailleurs prescrits maintenant par la réglementation, les banques devant rechercher l'origine des fonds qui sont déposés sur les comptes. Après tout, les fonds pourraient avoir une origine frauduleuse. Quoi qu'il en soit au départ, j'y insiste, il y a déjà 2 premières erreurs dès l'origine de l'ouverture du compte. Bien. Nous allons maintenant essayer de donner quelques coups de fil et nous allons appeler les banques, hein, évidemment, la banque en question, pour essayer de comprendre comment ont-ils pu faire preuve d'autant de légèreté. Je vous pose la question aujourd'hui, la traditionnelle question, qu'attendez-vous de cette émission sans aucun doute ? J'attends que la banque prenne ses responsabilités, la responsabilité de ses erreurs. Tout simplement. Nous allons essayer maintenant de joindre donc le responsable de l'agence. Je demande à la régie de faire le numéro.
Oui, bonjour madame, j'aurais aimé avoir un responsable. Là, je ne peux pas vous le passer pour le moment, il est en entretien. Est-ce que vous pouvez me laisser vos coordonnées, monsieur? On va vous rappeler. D'accord, pas de problème, je vous passe quelqu'un qui va vous donner les coordonnées. Bien sûr. Merci, bonne journée madame. Vous de même, au revoir. Au revoir. Nous allons voir donc si ce monsieur nous rappelle d'ici quelques instants. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Le dialogue a jusqu'à présent été courtois. Appelons maintenant le service client pour essayer d'en savoir plus. La régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame, nous sommes en train donc d'essayer d'aider, ou en tout cas de savoir ce qui s'est vraiment passé en ce qui concerne Nathalie et Laurent Godel. Je crois que vous connaissez ce cas. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je voulais simplement que vous arriviez à nous expliquer. On a compris que cette dame était dépensière compulsive, donc elle avait Alors pris... attendez, monsieur. Je vais vous arrêter tout de suite. Je ne vous donnerai aucune information par téléphone. Les informations concernant nos clients sont tout à fait confidentielles. Ils sont là, hein. Mais ce n'est pas une raison. Je ne vous donnerai aucune information par téléphone, monsieur. Parce que madame a commandé des chéquiers sur Internet, vous lui avez envoyé, a imité la signature de son mari, vous avez accepté les chèques, a ouvert un compte, ça fait beaucoup de... Monsieur Courbet, je vous arrête. Les éléments de réponse ont été fournis à monsieur et madame Godel. Monsieur et madame Godel se sont adressés au médiateur. Ils vont avoir une réponse de la part du médiateur et je ne peux pas vous en dire davantage. Merci madame. Je vous en prie. Au revoir monsieur. Au revoir madame. Bien, donc maître Malaisé, un commentaire avant de continuer. C'est un bel exemple de dialogue bancaire, mais il y a longtemps que chacun est habitué à avoir avec les banques un dialogue qui est exclusivement informatique. Et de surcroît, les banques gagnent beaucoup plus d'argent quand elles sont fermées, quand elles sont ouvertes. Alors par conséquent, les fermetures ne facilitent pas le dialogue. Eh bien, essayons quand même d'appeler le siège social et la direction. Maintenant, la régie fait le numéro. Allô? Allô? Rapidement, Julien Courbet tente d'obtenir auprès de cette responsable des informations d'ordre général sur le fonctionnement d'un compte dans cette banque. Il n'est pas question que dans le cadre de votre casquette médiatique, nous vous donnions des éléments d'ordre général sur le fonctionnement de la banque. Merci. Je vous en prie. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Maître Malaisé, merci d'avoir participé à ce dossier spécial banque puisque c'est aussi votre spécialité. Que pouvez-vous conseiller maintenant, en dehors de tout le travail que va tenter de faire l'équipe maintenant, à ce couple? Alors dans l'immédiat, ils sont tout de même liés par la demande qu'ils ont faite de médiation au sein de la banque. Donc je leur conseille, dans un premier temps, d'attendre la réponse du médiateur, car s'ils ne l'attendaient pas pour entreprendre une procédure judiciaire, la médiation serait caduque. Je crois, et j'ai bon espoir, Julien, que compte tenu des éléments de fait du dossier, le médiateur saura prendre un certain recul par rapport à la banque elle-même et préconiser une solution amiable. On vous remercie, on vous accompagne. Maître Malaisé, notre spécialiste banque, que ce soit dans l'équipe de Sans aucun doute ou à la radio le matin. Nous allons maintenant essayer d'avoir la direction de la communication de votre banque. Peut-être aurons-nous un interlocuteur. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Julien Courbet explique le cas du couple Godel à la directrice de la communication de la banque. Ce dossier, d'après les renseignements que j'ai, que je vais vérifier, a été suivi de longue date, enfin ça fait un certain temps, par nos juristes, par les voies de médiation. Il y a maintenant d'autres voies de recours, comme les voies judiciaires, si notre client n'accepte pas ce qui a été donné. Vous l'invitez à aller vers une voie judiciaire. Donc une procédure longue et coûteuse et très lourde pour eux qui n'ont pas beaucoup les moyens financiers. Mais on les aidera, madame, ne croyez pas, on les aidera. Ils continueront cette procédure, ils la feront si vous voulez. Les époux Godel vont-ils récupérer leur argent? Qui peut parler chez vous, dans votre banque? Il y a bien quelqu'un, je vais vérifier. En plateau, toute l'équipe de Sans aucun doute se mobilise pour que le couple sorte vainqueur de cette épreuve. Il a quand même le droit de poser la question et d'avoir une réponse. La suite des négociations dans un instant.
y a quelques instants, nous recevions Nathalie et Laurent Godel. Nathalie, dépensière compulsive, a détourné près de 51 000 € en falsifiant des chèques. La banque a laissé faire pendant près de 18 mois avant de réagir. En plateau, toute l'équipe de Sans Aucun Doute tente une ultime conciliation. Il y a maintenant d'autres voies de recours, comme les voies judiciaires, si notre client n'accepte pas ce qui a été donné. Vous l'invitez à aller vers une voie judiciaire. Donc une procédure longue et coûteuse et très lourde pour eux qui n'ont pas beaucoup les moyens financiers. Mais on les aidera, madame, ne croyez pas, on les aidera. Ils continueront cette procédure, ils la feront si vous voulez. Je ne suis pas sûre que vous ayez toute l'information sur ce dossier. Alors dites-le-nous, madame. C'est pas à nous de vous la communiquer puisque... Mais si vous pensez, c'est à cause de son épouse qui effectivement est dépensière compulsive, nous le savons. Nous le savons, madame, c'est ça que vous gardez en secret. Cette dame a volé des chèques, tout le monde le sait. Elle nous l'a dit. Il y a une transparence. Il nous l'a confirmé, donc il y a la transparence totale. Elle en a volé pour 51 000 €. Voilà. En opposition avec vous, nous sommes en totale transparence. Et si vous voulez, le drame qu'il y a, madame, c'est que la moitié du salaire de ce monsieur, qui a un tout petit salaire, est en train de disparaître parce qu'effectivement, il se heurte à un refus de communiquer de votre banque à qui il dit « On a tiré sur mon compte des chèques par une personne qui était sous curatelle, qui n'était pas le titulaire du chéquier. » Et qui a imité la signature. Il a quand même le droit de poser la question et d'avoir une réponse. Et j'attire votre attention sur le fait qu'ils ne peuvent que gagner dans le cadre d'une procédure puisqu'elle était sous curatelle. Donc vous ne pouviez en aucun cas ouvrir un compte. Elle était sous curatelle. Donc elle pourra obtenir sans difficulté l'annulation. Je vais vérifier d'abord ce que vous dites. D'accord, vérifiez, madame. C'est normal. Écoutez, on essaie de vous rappeler de toute façon avant la fermeture, et puis sinon on vous rappelle demain, d'accord? Comme vous le souhaitez. Merci, madame. Bonne journée. Comme convenu, nous rappelons en fin d'après-midi la directrice de la communication de la banque qui a eu le temps d'enquêter. Nous arrivons en fin de journée. Nous avions tout à l'heure proposé à cette directrice de la communication de l'appeler avant qu'elle parte du bureau. La régie fait le numéro à quasiment 19h. Oui? Julien Courbet, l'appareil. Bon, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bon, donc, je vois que vous êtes tenace comme votre réputation l'indique. Oh, pas tenace. J'essaie simplement, vous savez, quand il y a un souci comme ça, de voir comment on peut le régler au plus vite pour pas que ça traîne. Parce que la justice, ça n'arrange personne, finalement. Et voilà, quoi. Puis je sais que vous êtes un groupe sérieux et qu'on doit pouvoir trouver une solution à l'amiable. Alors, donc, écoutez, là, ce que je peux vous dire, donc j'ai repris des renseignements, comme je vous l'avais dit, je voulais avoir des renseignements complémentaires. Je peux vous dire que le médiateur a été saisi le 4 mai et que nous attendons sa réponse. Et si le médiateur dit qu'il y a quelque chose contre la banque et que la banque doit payer, eh bien nous paierons. D'accord, ok. Donc bon, je pense qu'on ne peut pas intervenir tant qu'il y a médiation. Merci, madame. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. Voilà, c'est un dossier maintenant qui est sur les rails. Nous avons, comme l'on dit dans notre jargon, du biscuit. Nous avons des chèques avec la signature de madame, des ordres de virement. Nous avons absolument tout. Ça n'enlève pas la responsabilité de madame qui a volé de l'argent, monsieur P pour cela. La banque a eu quand même à laisser passer des choses. Et ça, c'est pas tout à fait normal. Il faut qu'elle prenne aussi ses responsabilités. Maître Fellonneau. C'est vrai que d'abord, il faut savoir ce qu'on vous reproche vraiment pour comprendre, essayer de faire une transaction avec son banquier. On peut attaquer la banque. Alors, on peut attaquer, des explications. D'abord, je pense qu'il y a une procédure à respecter. Et qui est respectée par nos témoins, c'est la procédure auprès du médiateur, qui a 2 mois pour répondre. Tant que le médiateur n'a pas statué, c'est vrai qu'il est dommageable d'engager une procédure judiciaire. D'abord parce qu'il est là pour concilier les gens. Alors, il ne faut surtout pas rater cette opportunité-là. Et puis sinon, on attaque en responsabilité. Ce qui se passe à l'heure actuelle auprès des banques, c'est qu'il n'y a pas de vérification des chéquiers. Tout se fait par informatique. Les chambres de compensation, maintenant, elles ne sont pas du tout avec un employé qui vérifie si vous êtes bien titulaire du compte, si vous êtes bien destinataire du chéquier, si vous avez bien signé. C'est terminé tout ça. Donc, elles le font, parce que pratiquement toutes le font. Elles le font pourquoi? Pour faire des économies. Eh bien, ce n'est pas à nous de supporter les conséquences ou la volonté d'économie. Ça crée un risque, cette façon de faire. Eh bien, le risque, c'est aux banques de l'assumer. C'est certainement pas aux consommateurs, même s'ils sont abusés par un tiers qui leur est proche d'eux. Oui, monsieur. Juste un petit mot, puisqu'on dit qu'ils ne contrôlent plus les chèques, je voudrais savoir dans ce cas-là pourquoi mon contrat stipule que tout chèque déposé au distributeur automatique ou directement au guichet, dans ce cas-là, est vérifié par un être humain.
Je comprends pas. Ou alors il sait pas lire, ils embauchent des gens qui ne sont pas qualifiés. Ce serait pire si effectivement il y avait une vérification physique, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas été faite. Je suis désolé, c'est marqué en gros. J'ai passé assez de nuits blanches à vérifier leur contrat. C'est marqué en gros, de toute façon, qu'une personne habilitée doit vérifier. Croyez-vous que personne ne veut nous répondre à votre avis? C'est parce qu'ils le savent. Ils savent qu'il y a une erreur. Il n'y a aucun problème. Que votre femme a commis une grave erreur, elle a fait une faute, elle le sait, elle en a conscience, et vous la payez cette faute, et c'est normal que vous la payiez ou l'un ou l'autre. Mais d'un autre côté, ça ne vous désengage pas. Il y a une faute de la banque. Je crois qu'effectivement, la banque a permis que la faute de madame ait des conséquences que nous connaissons aujourd'hui, des conséquences dommageables. Si la banque avait joué son rôle comme il faut, le vol de madame ou le vol de n'importe qui n'aurait pas eu les conséquences d'aujourd'hui. Surtout que le banquier en avait tout à fait la possibilité, puisque les deux comptes, c'est-à-dire le compte qui a été dérobé, était dans la même agence, et c'était deux clients que mon petit banquier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, connaissait très bien. Et il me l'a même dit oralement, malheureusement, j'ai pas de preuves. Moi, je le sais pour ma conscience. C'est comme ça. Il a même reconnu qu'il s'apercevait de certaines choses. Monsieur, de toute façon, nous allons continuer et redonner des coups de fil. Nos téléspectateurs vont voir ça d'ici quelques instants. Impossible de vous laisser tomber, croyez-nous, on va traiter ça tous ensemble, mais ça permet aussi, c'est bien, c'est aussi le but de cette émission, certes, de régler les problèmes de ceux qui en ont, certes, de vous donner des conseils pour éviter de tomber dans le panneau, mais également de voir ce que vous vivez, oserais-je dire, au quotidien. Voilà ce qui se passe quand on a un problème et quand on s'adresse à une grosse institution. Et remarquez que bien souvent, on est loin des slogans partenaires, nous sommes avec vous, dès qu'il y a un problème, nous sommes là, etc. C'est un petit peu dommage parce que là, ils ont un moyen vraiment super efficace de montrer qu'ils sont à l'écoute de leurs clients. Et on est incapable de répondre à une seule de nos questions. Je trouve ça dramatique. On vous raccompagne tous les deux et nous continuons ce soir. On prend conscience en fait qu'il y a des gens qui nous écoutent et ça c'est énorme. Et puis bon, je voudrais dire une chose, c'est quand même comme l'éternel, mais toujours un grand merci à l'équipe de Julien Courbet.